Monsieur le maire de Cannes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, Mesdames et Messieurs, chers confrères, 2 ans déjà, mes chers amis du 114, que je vous ai invités à arpenter notre territoire pour en offrir un portrait aussi fidèle que possible. À cette demande déjà immense s'ajoutait celle de penser le territoire de demain, exercice ô combien redoutable, parce qu'il nécessitait de faire la part entre mythe et réalité d'un monde en devenir. Une nouvelle fois, je vous exprime ma gratitude. Depuis le 5 mai dernier, nous vivons à crédit. Je n'évoque pas la dette de la France, bien sûr, mais un sujet plus grave encore, puisque cela fait déjà 3 semaines que notre pays a épuisé les ressources de notre territoire, alors qu'il nous reste encore près de 8 mois à consommer pour terminer l'année civile. Voilà posé l'enjeu de la thématique de ce congrès, demain, le territoire. Il s'agit bien de s'intéresser à notre territoire national, espace fini, aux frontières bien établies et sur lequel s'exerce la souveraineté de l'État français. Un territoire national, donc, mais également un espace habité, partagé et transformé par l'homme, dont la photographie, certes hâtive, permettra dans un premier temps de mesurer les actions de l'homme sur la nature. Cette étude de la France d'hier et d'aujourd'hui poussera nécessairement notre ingéniosité à envisager dans un deuxième temps les nouveaux rapports à établir entre cet espace et ses occupants, pour que notre société et les générations futures vivent mieux. Il s'agit de proposer à la France de demain une meilleure répartition de l'espace à des fins bien évidemment économiques, mais surtout de meilleure cohésion sociale. Pour appréhender au mieux notre territoire, examinons-le à travers sa géographie, son organisation politique, son économie et enfin sa sociologie. Géographiquement d'abord, la France est diverse. Des vallées verdoyantes aux vastes plaines, des littoraux ocres aux frontières montagneuses, des bourgs et villages aux métropoles, en passant par les villes moyennes, la France est terre de contraste, façonnée en grande partie par l'homme. Car si notre territoire des origines était essentiellement forestier, cette vision d'une nature sacralisée s'est effacée au profit d'une nature domptée, caractérisée par une densification plus forte de l'espace, l'accélération des défrichements, l'assèchement des zones humides. La forêt n'a été déboisée intensivement que sous le Second Empire. Elle retrouve aujourd'hui une place prédominante en occupant 30% de notre territoire et elle est, avec la ville, le type de milieu qui progresse le plus. Cette progression est à la hauteur des enjeux stratégiques qui pèsent sur la forêt. Outre ses vertus écologiques et sociales, l'exploitation et la transformation du bois sous toutes ses formes sera capitale. Parallèlement, entre 1950 et aujourd'hui, la surface agricole est passée de 35 millions d'hectares en 1950 à seulement 28 millions d'hectares en 2018. Si la promotion d'une agriculture productiviste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a permis à la France de conquérir son indépendance alimentaire, elle a eu pour conséquence le démantèlement du système de polyculture-élevage et la spécialisation des exploitations dans une ou 2 productions principales. Ces choix ont conduit à une augmentation de la taille des parcelles et en partie à une homogénéisation des paysages. La géographie d'un pays n'est pas uniquement affaire de lieux de production, c'est aussi l'environnement dans lequel vivent les hommes. En moins de 40 ans, celui-ci a été profondément bouleversé. D'un côté, un phénomène de métropolisation qui s'est accentué. De l'autre, une dévitalisation des villes moyennes et des territoires ruraux.
entre 1975 et 2007, 20% des zones urbaines ont perdu des habitants, essentiellement dans le quart nord-est du pays, l'Auvergne, la Lorraine et le centre. Politiquement, ensuite, comme le relevait Fernand Braudel, la France aura vécu sans fin, elle vit encore entre le pluriel et le singulier. Son pluriel, sa diversité vivace, comme le chien lent. Son singulier, sa tendance à l'unité. Cette unité, elle la tient du rôle fort tenu par l'État depuis la Révolution. L'État-nation devait imposer l'égalité des territoires et par là même l'égalité des citoyens. Cette égalité s'est manifestée diversement. D'abord par la déconcentration des services de l'État, fonctions préfectorales, services départementaux, de l'équipement, du travail et de l'agriculture. Ensuite, par la péréquation dont le principe est sanctuarisé par notre Constitution. Enfin, et peut-être essentiellement, cette égalité a été assurée à travers les monopoles nationaux de services publics que sont EDF, la SNCF et la Poste. Cette égalité des territoires est aujourd'hui menacée. Elle est menacée dans sa dimension économique et sociale par l'évidente disparité entre les territoires du fait de l'industrialisation, de l'urbanisation puis de la métropolisation, qui se traduit par une concentration des facteurs de production et des richesses dans les grandes villes. Elle est menacée par l'effacement des monopoles publics, postal, ferroviaire et de communication. Elle est enfin menacée par le risque de voir certaines régions contester cette idée même d'égalité des territoires au nom d'une économie libéralisée. Économiquement, notre territoire porte les stigmates de notre modèle. Guy Debord, dans La Société du spectacle, affirmait que la production capitaliste avait unifié l'espace dans un processus extensif et intensif de banalisation. Cela est vrai des paysages agricoles, mais aussi des espaces commerciaux. Les commerces se sont déplacés du centre de la ville en périphérie. En 2012, 62% du commerce se réalisait en périphérie. Le parc des surfaces commerciales a progressé de manière significative entre 1992 et 2007, passant de 48 à 77 millions de mètres carrés. Il a remodelé le paysage urbain. En termes énergétiques, notre modèle économique repose sur la préférence pour le nucléaire. La France dispose du plus important parc nucléaire au monde en proportion de sa population. Le nucléaire fournit près de 78% de l'électricité en France, contre 23% en Allemagne. Sociologiquement, enfin, tous ces choix ont contribué à modifier le portrait de la France. En retenant les principaux traits, nous pouvons identifier les causes potentielles de l'instabilité sociale de notre pays. Nous devons le paysage français aux paysans. Pierre Miquel disait d'eux qu'on leur devait bocages et champs à lanières, routes sinueuses et ponts à dos d'âne sur les rivières, marécages asséchés et forêts aménagées, essartages patients dans les grands bois, emblavures sur les plateaux de l'Osse, prés d'embouches sur les terres grasses, vignes en terrasses sur les coteaux. Ils sont séculairement les gardiens de cette terre incomparable. Que reste-t-il de ce monde paysan et de son identité? Les 2 millions d'exploitations agricoles en 1960 sont passées à moins de 450 000 aujourd'hui. Le niveau d'endettement moyen des exploitations est très élevé. La moitié des agriculteurs a plus de 55 ans et près d'un agriculteur sur 5 ne trouve pas de repreneur. À cet effondrement du nombre d'agriculteurs s'ajoute la défiance des consommateurs qui voudraient une généralisation du passage à une agriculture biologique. Or, si effectivement, aujourd'hui, un agriculteur français nourrit 70 personnes contre 7 en 1955, il n'est pas certain que l'agriculture biologique parvienne
à alimenter toute la population française. Georges Pompidou, en 1971, nous avertissait en affirmant qu'une nature abandonnée par le paysan, même si elle est entretenue, devient une nature artificielle, une nature funèbre. Cette fin des paysans s'est faite au profit de l'urbanité, mais une urbanité fracturée. Cette fracture a été notamment théorisée par le géographe Christophe Guilluy dans la France périphérique. Il en ressort que la véritable fracture n'oppose pas les urbains aux ruraux, mais les territoires les plus dynamiques à la France des fragilités sociales. Cette dernière comprendrait les agglomérations les plus modestes, certaines banlieues, le réseau des villes petites et moyennes, mais également l'ensemble des espaces ruraux. Cette vision partielle, voire partiale, de notre territoire permet cependant d'identifier les principaux défis à relever pour construire le territoire de demain. Ce territoire, que voulons-nous en faire? Comment le voulons-nous? Nous le voulons adapter aux nouveaux modèles économiques, sans pour autant renier les valeurs qui sont les nôtres. Ainsi, la construction du territoire de demain doit-elle se faire en réussissant l'alliance entre la France des territoires, adaptée aux nouveaux modèles économiques, et la France d'un territoire, fidèle aux valeurs universelles. Parce que les Français sont devenus plus mobiles, plus tertiaires et plus citadins, il nous faut répondre à ces deux questions. Quelle économie pour accompagner l'essor de nos villes de demain et quelle économie pour préserver les autres espaces? Penser le modèle économique de la ville de 2050, c'est avoir en tête que 80% de la population y vivra. Et qu'en 2018, les villes sont déjà la cause de 75% de l'effet de serre total et qu'elles consomment 75% de l'énergie produite. La ville d'aujourd'hui n'est donc pas compatible dans son fonctionnement avec les ressources de la Terre. Cela nous oblige à concevoir des villes économes en énergie, mais également elles-mêmes productrices d'énergie. La quête d'une sobriété énergétique passe par le progrès réalisé dans le domaine des isolants, et notamment l'utilisation du bois. C'est également limiter les déplacements du logement vers le travail et les commerces. Nous vivons dans des espaces monofonctionnels. Nous vivons aujourd'hui dans des espaces monofonctionnels. Nous vivrons demain dans des espaces multifonctionnels. Déjà, le travail à distance se développe, mais également le coworking. L'immobilier doit s'adapter en multipliant ses usages. Proximité et mixité caractériseront la ville de demain. Quant au modèle des zones commerciales, il pourrait connaître, sous les effets conjugués d'un désamour des consommateurs et d'un réveil des collectivités, une fin, à tout le moins un arrêt. Actuellement, la ville est dépendante à 100% de l'énergie qui arrive par des réseaux. Mais cette situation devrait changer avec le développement des énergies renouvelables, et notamment pour la ville, l'énergie photovoltaïque et le biogaz issu de la méthanisation, modèle parfait d'économie circulaire. Rapprocher le travail et les commerces du logement. Produire de l'énergie sur place. Et enfin, ce qui relevait encore d'un idéal bobo voici quelques années, produire en ville ou en périphérie une quantité significative de denrées alimentaires. Nombreuses sont les métropoles qui redécouvrent les zones maraîchères et les jardins ouvriers. L'agriculture gagne l'intérieur des villes et toutes sortes d'espaces sont conquis. Terrasses, rez-de-jardin, parkings et plus massivement, le modèle des fermes verticales développé aujourd'hui par les géants de l'industrie asiatique inspire nos édiles. À Paris, avec Cultivate, la plus grande ferme urbaine d'Europe, à Lyon, avec la ferme WeFarmers. Quant à l'industrie, toujours localisée à la périphérie des grandes métropoles, elle pourrait s'orienter vers le modèle de l'économie de la fonctionnalité.
Il s'agit pour l'industriel de vendre non pas l'objet, mais l'usage. C'est notamment le cas de Michelin, qui est passé pour ses poids lourds de haute technologie de la vente de l'objet pneu à celle des kilomètres parcourus. Au-delà des villes, le salut des autres espaces reposera, pour les littoraux, sur la pérennité des phénomènes d'héliotropisme et d'héliotropisme, qui nécessitent uniquement que les eaux ne se retirent pas et que le soleil continue à briller. Et pour l'espace rural, sur un nouveau modèle agricole, tant les deux sont intimement liés. Alors, quelle agriculture pour demain? Le dernier Salon international de l'agriculture a permis à la société de prendre la mesure de l'inquiétude du monde agricole, sommé de se réinventer. Cette métamorphose s'accomplira autour de 3 axes: le numérique, le commerce et l'écologie. Les 2 derniers impacteront inévitablement le territoire vu comme lieu de production. En privilégiant la qualité des produits, une agriculture labellisée et en s'orientant vers des circuits courts, l'identification de l'agriculteur à un territoire, un terroir est renforcée. Mais cela nécessite que le consommateur paye le juste prix. La révolution est aussi du côté du consommateur. Parce que plus personne n'accepte aujourd'hui que l'agriculture ait des effets néfastes sur les sols et les eaux, les agriculteurs doivent adopter de nouvelles pratiques. Nous en voyons déjà les effets. Plus de 700 000 kilomètres de haies ont été replantés. La bioéconomie, qui regroupe des domaines aussi vastes que l'agriculture, la forêt, la valorisation des déchets organiques, la production d'énergie ou de biomatériaux, offre également des opportunités aux exploitations agricoles et forestières. Ces nouvelles méthodes ont pour effet de recréer des paysages variés et de favoriser le tourisme vert, autre source de revenus pour les agriculteurs. Tous les services rendus au paysage et à la collectivité posent la question de la reconnaissance de leur rémunération. Dans leur ouvrage « Au bonheur des campagnes », Bertrand Hervieux et Jean Viard démontrent ainsi que la campagne devient paysage, que le spectacle, c'est-à-dire le droit de la contempler, prime la production, et qu'il revient aux agriculteurs eux-mêmes d'entrer dans le paysage pour rester paysans. Il est à cet égard révélateur de voir ressurgir avec force ce terme de paysan, si dévalorisant hier encore. Ces mutations ne doivent pas faire oublier l'objectif premier de l'agriculture, nourrir les hommes. Dès lors, l'agriculture dite conventionnelle ne doit pas être stigmatisée. Il s'agit au contraire de concilier et de mobiliser toutes les agricultures. Ces défis locaux que nous venons d'évoquer, pour essentiels qu'ils soient, ne doivent pas nous faire oublier que la France s'est conçue et se conçoit toujours comme une et indivisible. Elle s'est de plus toujours attachée à défendre des valeurs fondamentales. Ces valeurs, vous les connaissez: liberté, égalité, fraternité. Alors, en ce début de siècle, quelles valeurs la France entend-elle défendre? 2 enjeux majeurs s'imposent à nos sociétés: les migrations et le réchauffement climatique. Francs, Wisigoths ou Alamans durent quitter leurs terres dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il en est de même de tous les persécutés d'Europe qui s'embarquèrent pour le Nouveau Monde. L'histoire du monde ne peut être comprise sans l'histoire des migrations. Pour autant, le phénomène migratoire nous prend aujourd'hui une ampleur considérable. Les causes en sont connues: économiques, guerre et demain climatique. Ces migrations nous interrogent. Doit-on rester fidèle à notre idéal républicain bâti sur la fraternité et demeurer une terre d'accueil, ou au contraire fermer nos frontières pour conserver notre culture?
L'enjeu est de taille. Notre territoire est-il en mesure d'accueillir ces hommes et ces femmes en quête de paix et prospérité? Une certitude, l'ampleur du phénomène migratoire dépasse la compétence du seul État-nation et de notre territoire. Il oblige un règlement à un échelon supérieur, européen ou mondial. Quant au réchauffement climatique, il redonne à la France, depuis quelques années, l'occasion de prendre la tête d'une lutte mondiale et de porter une nouvelle valeur universelle, l'environnement. De la maison brûle et nous regardons ailleurs, de Jacques Chirac, à Make Our Planet Great Again d'Emmanuel Macron. En passant par la COP21 de 2018, la France milite nettement pour un changement de paradigme. Nos civilisations ont été fondées sur la domination de la nature par l'homme. La conférence de Paris sur le climat, la volonté d'inscrire dans l'article 34 de la Constitution la lutte contre le réchauffement climatique témoigne du désir de passer d'une vision de domination à celle d'un cheminement main dans la main de l'homme et de la nature. Constitutionnaliser la qualité de l'environnement, c'est renforcer la base juridique pour mettre en place sa gestion globale et efficace, transcendant les limites administratives et celles de la propriété publique ou privée. C'est tout simplement concevoir notre territoire comme un bien commun. Je vous remercie de votre attention. Mon